Le journal complotiste, comme d'habitude, qui dit que la France, la Grande-Bretagne, les pays baltes sont en train de préparer des soldats de métier secrètement pour partir en Ukraine. C'est-à-dire que vous ne croyez pas que Macron va envoyer la France à la guerre, mais si, il va le faire. Il va le faire, comme tout ce qu'il avait annoncé à l'époque du Covid déjà. Il fait tout ce qu'il dit. Il avait annoncé à l'époque que l'abondance, c'était la fin, l'abondance des produits, etc. Ensuite, il avait annoncé je ne ferai pas le pass sanitaire. Et il l'a fait. Et des fois, il dit le contraire de ce qu'il veut dire, de ce qu'il veut faire. Mais là, il a dit nous sommes en guerre. Il l'a déjà dit à l'époque du Covid. Et bien là, on va être vraiment en guerre. Parce qu'ils sont en train de préparer les soldats à Sercotte, à côté d'Orléans. Ils sont en train de préparer une division avec tous les équipements qu'ils récupèrent de l'armée de terre pour les équiper, pour les envoyer en Ukraine. Et pour se battre contre qui alors du coup? Contre les Russes? Contre qui? Contre moi peut-être. Non mais contre... ouais. Bien sûr contre les Russes. Mais pas pour se battre, non. C'est jamais pour se battre. C'est juste pour empêcher les Russes d'aller sur Odessa, par exemple. Parce qu'ils ne veulent pas que les Russes ferment la mer Noire. Puisque la mer Noire, elle est encore accessible aux Ukrainiens avec l'aide des services secrets du MI6, par exemple, britannique, pour attaquer Sébastopol et la Crimée, avec notamment les drones sous-marins. D'accord? Donc tout ça s'est combiné avec les Britanniques et la CIA aussi. Donc je vous rappelle que la CIA, elle avait 12 bases en Ukraine, le long du Donbass, le long des tranchées du Donbass. D'accord? Donc tout ça, c'est pas du complotisme, c'est des constats. Et donc on va y aller. Moi je vous dis, on va y aller. Et moi je vous conseille une chose, quittez Paris. Quittez Paris. Parce que ça va vous tomber sur la gueule. Si les Russes se mettent en rogne et qu'ils voient que leur existence est menacée et qu'ils ne peuvent pas aller au bout de ce qu'ils ont prévu, parce qu'ils ont prévu de prendre Odessa. Parce qu'Odessa, c'est leur tendon d'Achille. Comprenez? Odessa, tant que les Ukrainiens auront Odessa, l'OTAN installera des soldats à Odessa et les Russes ne pourront pas empêcher les attaques contre la Crimée et contre leur marine en mer Noire. Ils veulent faire de la mer Noire leur mer fermée, terminée, avec les Turcs qui la gardent au détroit du Bosphore. Mais ça, les Turcs, c'est pas grave. Ils vont à droite, à gauche, ils changent, comme d'habitude. Donc ils pourront aller en Méditerranée s'ils veulent. Mais le problème, c'est que Macron, il avait annoncé qu'il voulait fermer l'accès à Odessa, et il va le faire. Et il est aidé par Sunak. Et il est aidé par les chefs d'État baltes. D'accord? Qui chez eux, ils ont majoritairement des partis nazis dans les États baltes. Les 3 États baltes, des confettis, où ils ont à peine 2000 soldats. Eh bien, ces gens-là, il faut voir comment ils traitent leur minorité russe, sous la pression des néo-nazis baltes, qui étaient avec les Boches dans les années 40, comme en Ukraine. Comme en Ukraine. Il ne faut pas croire au Père Noël. Vous savez, tout ça, ça se répète. Et donc, on aura la guerre. Moi, je vous le dis, puisque les Russes ne cesseront pas de faire. C'est certain que eux, stratégiquement, ils ne peuvent pas laisser faire ça. Laisser les Français, les Britanniques, surtout les Britanniques, peut-être plus dangereux que les Français. Et les Ricains, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'histoire? Les Français, les Américains, rien. Ah d'accord, ils vont nous laisser tout seuls contre les... Oui, ils ont raison. Parce qu'ils ne veulent pas se ramasser des bombes atomiques sur leur territoire. Tout simplement. Ce sont des stratèges, les Américains. On peut dire tout ce qu'on veut sur les Américains. Mais les Américains, ils raisonnent. Ils raisonnent, ils regardent les bénéfices et les risques de leurs actions. Et pour l'instant, ils n'avaient pas trop de risques. Et donc, ils ne prendront pas le risque d'affronter la Russie. La Russie, elle a presque 6000 têtes nucléaires. Autant que les Américains, voire plus que les Américains. Plus les vecteurs, qui sont sur les sous-marins, comme les Américains, comme nous aussi. D'accord? Mais nous, j'ai fait le décompte. On a quoi? Eh bien, je vais vous le dire.
On a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sur la base de Lilong. Ben, vous savez qu'il n'y a pas 4 fois 16 missiles M51 aujourd'hui. Il y en a 3 fois 16 missiles. Il y a 16 missiles par sous-marin. Donc il y a un sous-marin, il n'y a pas les missiles. Ah oui, je vous le jure, c'est la vérité, j'ai écrit un email là-dessus. Et donc, parce que j'ai regardé, vous trouvez tout sur Wikipédia, vous savez. Hein. C'est pas la paix. Et Wikipédia, c'est la CIA. Hein. D'accord? C'est gouverné par la CIA, Wikipédia. D'ailleurs, le cofondateur de Wikipédia l'a dit clairement. Il a dit, oui, bah maintenant, c'est pris par la CIA. Eh bien, la CIA ne cache pas tout. Eh ben non, c'est les Américains, ils ne cachent pas tout. Ils laissent des parts de vérité apparaître. Et effectivement, oui, Wikipédia, ils ne cachent pas tout. C'est open source, Wikipédia. Oui, c'est open source. Oui, mais c'est gouverné par la CIA. Ouais, gouverner, ça veut dire surveiller. Hein. Surveiller. Faut pas que ça les dérange. Et corriger pour les choses politiques. Et il y a les élections aux États-Unis au mois de novembre. Oui, bah bien sûr. Non, mais oui. Je suis pas d'accord. Et si, bah, le cofondateur, t'es pas d'accord? Le cofondateur de Wikipédia l'a dit clairement. Mais c'est tout. Donc, faut pas raconter d'histoire. Oui, mais c'est un dictionnaire collaboratif. Tu peux pas dire. Ouais, ça va, collaboratif, oui. Ouais, voilà, Oui, avec des agents de la CIA déguisés en collaborateurs de Wikipédia. C'est pas difficile. Faut pas être idiot, non, quand même. Donc, faut pas être naïf non plus. Donc, résultat des courses, c'est un peu comme si on disait que la Rand Corporation, c'est pas la CIA. C'est pareil. D'accord? La Rand Corporation, on sait que c'est la CIA. La CIA, il y a la... Oui, mais la CIA, elle publie tout. Hein. Moi, je suis allé X fois sur les sites de la CIA. La CIA, il est partout. C'est comme les francs-maçons. Non, mais la CIA, elle publie des choses publiques. Il y a un site de la CIA qui publie des choses tout à fait publiques, qui ne sont pas toujours sympathiques d'ailleurs, sur les chefs d'État, par exemple, des pays étrangers. D'accord? Il faut y aller, le FBI, c'est pareil, mais surtout la CIA. D'accord? Le FBI, c'est la police, c'est pas pareil. Et donc, résultat des courses, de toute façon, on n'a que 3 jeux de missiles, de 16 missiles. Il y a 16 missiles par sous-marin nucléaire lanceur. Et en plus, donc, on n'a qu'un sous-marin qui patrouille à chaque fois. Ça fait 48, on en a en tout, nous, alors. Voilà, on n'a qu'un sous-marin. Et après, on a des missiles qui sont embarqués sur les Rafales et les Mirage 2000N. Hein, mais ça, c'est des missiles à une seule tête. Oui, les 16 missiles, ils ont en général 6 têtes nucléaires de 100 kilotonnes chacune. 100 kilotonnes, ça fait un peu plus de 6 fois Hiroshima. Et la bombe russe, la Satan 2, c'est quoi ça? La quoi? Il y a la bombe Satan russe. Ah, le Satan 2. Alors ça, le Satan 2, c'est le plus gros missile russe stratégique qui est en silo, qui ne se déplace pas. Hein, il est en silo enterré. Et ce missile-là, c'est un missile de 210 tonnes, majoritairement du combustible, hein, liquide. Et c'est pas de la poudre, c'est du combustible liquide. Et en fait, c'est un missile qui a une portée de 18 000 km. Nous, nos missiles, ils ont une portée estimée entre 9 et 10 000 km, mais c'est déjà suffisant. Et la Russie, il y a combien de kilomètres? De la Paris-Russie, il y a combien de kilomètres? Ah ben ça dépend de quel endroit de la Russie. Si c'est de la frontière avec l'Ukraine, c'est pas très loin. Hein. C'est 2500 km, 3000 km. Donc on n'a pas le temps de courir avec le Satan 2. Bah on n'a pas le temps de courir. Vu la vitesse des missiles, bon après la vitesse on l'exagère aussi, mais bon. Le Satan 2 c'est 210 tonnes, c'est 10 tonnes de charge utile, donc de têtes nucléaires, et en fait il peut avoir jusqu'à 15 têtes nucléaires maximum. En général ils n'en mettent pas 15. Ils en mettent une dizaine de 500 kilotonnes chacune, les Russes. Ça fait 5 mégatonnes par missile. Donc 5 mégatonnes de TNT, je peux vous dire que Hiroshima à côté, c'était 15 kilotonnes. Donc ça fait un facteur 1600 ou 1900, je crois que c'est 1900 de mémoire, de différence de charge explosive. Bah oui. Alors en plus, elles sont multiples les têtes, donc elles sont indépendantes, elles sont mirvées, c'est-à-dire indépendantes. Elles peuvent être larguées sur différentes villes à partir du missile lui-même quand il revient dans l'atmosphère. Et pour être tranquille, il faut être à combien de kilomètres de Paris alors? Oh bah ça, un minimum, 50, 60 Ce que je crains, c'est que comme les têtes sont indépendantes,
qu'elles peuvent être lancées à une certaine distance sur une certaine surface. Que la surface de la France, de l'Hexagone, c'est quand même pas énorme. Donc un missile bien envoyé avec, mettons, 10 têtes, bah, il peut attaquer 10 métropoles. 10 métropoles françaises. Vous pouvez mettre la liste, Strasbourg, Paris, Lille, Lyon, Marseille. Alors peut-être Marseille, ce serait difficile avec le même, mais Bordeaux aussi, Toulouse. Enfin, bon, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Après, bon, le nucléaire, même avec du 100 kilotonnes, du 500 kilotonnes, le problème, c'est que le rayon des dégâts, bon, bien sûr, il croît avec la puissance, mais ça ne veut pas dire que tout le monde subit les dégâts. Si on est à une distance suffisante, on n'a pas le souffle, on n'a pas la température, par contre on a les retombées. Les retombées qui viennent pas radioactives, qui viennent surtout de l'uranium et du plutonium qu'il y a pour amorcer la bombe H. C'est ça le problème. C'est que ce sont des bombes A plus H, toujours. Les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki étaient des bombes A. La première Hiroshima, c'était une 15 kilotonnes qui était à uranium enrichi à plus de 90%. Celle de Nagasaki, c'était une bombe à plutonium, donc métal qui n'existe pas sur l'univers, dans l'univers, qui a été créé dans des réacteurs, comme toujours, et le plutonium, parce qu'on est plus fort que Dieu, on crée des métaux. Bon, des éléments chimiques n'existent pas dans la nature. Et donc un plutonium, c'était 20 kilotonnes sur Nagasaki. Et bon, il faut la faire exploser à une certaine altitude. Plus vous la faites exploser haut, en fonction de son rayon expéré de souffle, plus vous faites des dégâts, quoi. Mais ton métier, c'était quoi? C'est une sphère. Votre métier, c'était quoi? Vous travaillez dans quoi? Votre métier, c'est quoi? Vous êtes dans l'armement? Moi, je suis un ancien ingénieur électricien. Ah ouais. Et vous vous intéressez à toutes ces choses, quoi? Moi, je m'intéresse à tout. Voilà, bravo. À tout. Voilà. À tout. Bravo. Oui. Moi, je suis d'abord un matheux. Et vous êtes aussi un résistant, quoi? Comment? Vous êtes un résistant. Ouais, vous pouvez dire ça comme ça, si vous voulez. Si, je vous suis un résistez. patriote, en fait. Patriote, résistant, là, vous êtes là. Je suis patriote français, c'est tout. Et résistant. Rien d'autre. Et dernière question, vous êtes optimiste optimiste Face à la guerre, non. Parce que je pense qu'elle aura lieu. Et dernière question, vous êtes optimiste ou pessimiste Par rapport à quoi? par rapport à la guerre pessimiste. Les 22 guerres au monde en ce moment, parce qu'il y a 22 guerres dans le monde. Je suis pas très optimiste, non. Pessimiste. Non, je suis pas très optimiste. Parce que, de toute façon, si on va vers un cataclysme nucléaire, personne ne s'en sortira. Tout est réglé. Personne ne s'en sortira. De toute façon, il ne faut pas aller jusque-là, quoi. Comment? Ça sera terminé pour le problème résolu pour tout le monde. Ouais, bon, après, la vie, elle reprend toujours ses droits. Bien sûr. Mais, bon. La nature sera débarrassée des Voilà, il y aura peut-être... Enfin, moi, je ne hais pas l'humanité, j'ai pas de problème. Même l'humanité, il y en aura une partie qui survivra. Sur les îles, etc. Sur les îles, je sais pas, à Tahiti, ou peut-être les Açores, comme disait mon camarade. Oui, il y aura des gens qui survivront sur les îles du Pacifique. Je sais pas, Hawaï, peut-être. C'est pour ça que les milliardaires, ils ont tous des bunkers. Ils ont des bunkers. C'est vrai. Voilà, les bunkers, les milliardaires. Oui, c'est vrai, les grands milliardaires connus certains ont construit des bunkers avec abris anti-atomiques, etc., dans des îles dans lesquelles ils ont acheté, voilà. Et effectivement, c'est vrai ça. En prévision d'un cataclysme éventuel. Mais tu es d'accord avec moi, si le premier pays qui active l'arme nucléaire, il creuse son propre tombe en fait. C'est vrai. Voilà, parce que les autres ils vont pas attendre. Non, mais de toute façon, le nucléaire, il n'y a pas de sortie. De toute façon, le premier qui attaque, même s'il décapite, même si non, même s'il décapite le gouvernement de l'autre côté, de l'ennemi, de toute façon, il y a riposte quand même. Ouais, les représailles. Il y a riposte quand même. Je vais vous dire même mieux que ça. Et depuis longtemps, il y a même pas forcément une décision humaine, mais d'intelligence artificielle. Et ça depuis plus de 30 ans. C'est pas d'aujourd'hui.
Les États-Unis, au niveau de leur système de dissuasion, par exemple, mais je pense qu'il n'y a pas que les États-Unis, les Russes, c'est pareil, même à l'époque des Soviétiques, ils ont un système Automatique, quoi. automatique d'intelligence artificielle pour désigner les cibles et le faire automatiquement, même si l'État est décapité. C'est ça, voilà. Eh oui. C'est vrai, on le dit rarement, ça, j'avais jamais entendu. Aujourd'hui. Merci, hein, parce que j'avais jamais entendu ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas très optimiste. De toute façon, ça sera destruction mutuelle assurée. Assurée. Elle est tout le temps assurée. Attendez, il ne faut pas les prendre pour des cons quand même. Hein. Les gens qui ont conçu la dissuasion, c'est loin d'être des imbéciles. Hein. C'est pas des enfants. Non, ce ne sont pas des enfants. Et votre prénom, c'est comment? Et c'est ce qui a maintenu la paix pendant des décennies et des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, la guerre froide, etc. Ça a été chaud quand il y a eu les missiles de Cuba et les missiles de Turquie, parce qu'avant il y avait les missiles de Turquie, américains, puis après il y a eu les missiles de Cuba. Mais ça a été chaud, mais on a évité, Khrouchtchev et Kennedy, ils ont quand même évité au dernier moment le cataclysme nucléaire. Bon, il y avait Jean 23 qui était intervenu, bon, ok, mais en tout cas, ils l'ont évité. Là, je pense que nos dirigeants, alors les dirigeants américains, je pense qu'ils sont assez mûrs pour l'éviter. Je pense. Les dirigeants russes, ils sont assez mûrs aussi. Mais si on les provoque et que la menace est existentielle, les Russes n'hésiteront pas. C'est tout. Si on met les pieds en Ukraine ouvertement, parce que jusqu'à maintenant, il y a bien sûr des forces spéciales, il y a bien sûr des gens des services secrets des différents pays de l'OTAN. D'accord? Surtout les Britanniques, les Américains bien sûr, et puis d'autres pays, même peut-être la GSE, certainement. Mais c'est pas ouvert, c'est discret, etc. Plus ou moins, plus ou moins. Là, ce serait ouvert. C'est pas la même chose. Et ça change tout. Et qui a trouvé, qui a inventé ce truc nucléaire? C'est pas les Français? Qui a découvert le nucléaire, tout ça, ces trucs-là? C'était pas. Ah non, c'est les Américains. Ah, c'est les Américains qui ont trouvé Enfin, ça. vous savez pas ce qu'on appelle le découvert. Hein. Ouais. L'atome. Le projet Manhattan, tout ça, c'est des Américains. Hein. Ça, sous l'égide d'Albert Einstein. Ah voilà. Bon. Il n'y a pas Pierre et Marie Curie aussi, non? Il y a pas. Non, mais après, au niveau scientifique, c'est pas que les Américains. Il y a les Allemands, il y a Otto Hahn, il y a Lise Meitner, qui était une juive qui avait été obligée de s'exiler d'ailleurs en Allemagne. Et puis il y avait, qui était sa collaboratrice. Et il y avait, c'est pour ça que les gens qui ont dit à Roosevelt qu'il fallait lancer le projet Manhattan ont eu peur que Otto Hahn et sa collaboratrice d'origine juive soient suffisamment avancés pour arriver à faire une arme, quoi, assez vite. Et donc, ce en quoi ils n'avaient pas complètement tort au départ. Et en fait, oui, alors en France, c'est pas Pierre et Marie Curie, mais c'est Joliot, le mari de la fille de Marie Curie, Irène Joliot Curie, et donc Joliot, j'ai oublié son prénom, donc qui était un communiste, hein, Joliot, qui est devenu un résistant gaulliste, enfin il était communiste, mais De Gaulle l'admettait, et il a mis à l'abri les. Alors il a fait des Joliot à l'école normale supérieure ici, là, pas loin, ici dans le 5e. Hein. Il a fait dans les laboratoires de l'école de physique et de chimie de la ville industrielle de la ville de Paris, qui est juste à côté de Normal Sup ici. Il a fait des expériences avec sa femme, Irène Curie. Il a fait des expériences de radioactivité artificielle, c'est-à-dire de provocation de fission de noyaux d'uranium par des neutrons incidents, avec une source de neutrons. Il a amorcé des désintégrations provoquées. Et donc avec début de réaction en chaîne, ce qui veut dire début d'explosion. Mais évidemment, si vous n'avez pas une masse importante de combustible nucléaire, là c'était de l'uranium, pas très enrichi, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de l'enrichir ici, c'est les Américains qui ont créé les systèmes d'enrichissement, hein, et ça coûtait très cher de faire ça, avec plusieurs procédés d'enrichissement, et donc dans le projet Manhattan. Mais les Allemands et les Français n'avaient pas de procédé d'enrichissement à l'époque. Et donc, ça, je parle de 1938-39, hein. C'est juste avant la guerre. Les Allemands, c'était juste avant la guerre, Otto Hahn et sa collaboratrice.
Joliot et Irène Curie, c'était aussi presque en même temps. Et donc effectivement, eux, ils ont découvert la possibilité de provoquer de la fission par des neutrons incidents. Les deux équipes presque en même temps. Et Joliot, d'ailleurs, il est allé avant l'occupation, quand la France, quand l'armée française s'est fait prendre dans la poche de Dunkerque, avec les Britanniques, en revenant de Belgique, et ben Joliot, qui était ici, il a pris le train, il est parti avec des valises, avec ses combustibles nucléaires qui servaient à ses expériences, dans des coffres en plomb, bien sûr, pour s'abriter des radiations. Donc c'était assez lourd, mais ce n'était pas des sources énormes. Et il est parti vers le nord en train, vers le nord de l'Europe, en Belgique, tout ça. Pourtant, il y avait la guerre. Et il est allé ensuite envoyer ça par bateau. Il est parti lui-même avec, à Londres, en Angleterre, pour mettre ça à l'abri, pour que les Allemands ne ramassent pas ces sources nucléaires, ces combustibles nucléaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que De Gaulle, ensuite, lui a demandé, en 1945, quand il était au gouvernement provisoire, lui a demandé de créer le CEA, Commissariat à l'énergie atomique. À Saclay là-bas. Ouais, CEA à Saclay. C'est De Gaulle et Joliot. Et Joliot a été le premier commissaire général du CEA. En 1949, quand le CEA était vraiment créé, De Gaulle n'était plus là. Mais c'était la 4e République, et donc ils lui ont donné le commissariat à l'énergie atomique à Joliot. Et bon, c'était un ingénieur physicien compétent, etc., donc il était à sa place. Donc voilà. Eh ben merci. Voilà. Votre prénom c'est comment? Comment? Ton prénom? Tu peux dire José. José, ben merci. Une question sur la France qui a aidé Israël à fabriquer l'arme nucléaire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont donné que le plan? Est-ce que Oh, tu as des je ne détails? connais pas les détails, Mais voilà. comment ça se passait? Eh ben merci. Bah, disons que oui, sous la... Alors bon, la bombe française, elle a été faite, elle a été initiée, on va dire, par le gouvernement provisoire de De Gaulle, avec Joliot et compagnie, en 45-46. Après, De Gaulle y est parti.